Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dérange, mais qu'on ne peut plus ignorer. Les États-Unis croulent sous une montagne de dettes, plus de 35 000 milliards de dollars, et la facture grimpe d'environ 1000 milliards tous les 100 jours. Si on ramène ça à l'échelle individuelle, c'est comme si chaque contribuable portait plus de 15 000 dollars sur ses épaules. Pendant que Washington injecte des milliards et que Wall Street joue avec les marchés, des millions d'Américains vivent à un salaire près du précipice. Certains États, eux, sont déjà au bord de la rupture. Retraites sous-financées, hôpitaux en faillite, écoles en déclin, habitants qui fuient. Et quand la prochaine récession frappera, certains ne se contenteront pas de vaciller, ils pourraient s'effondrer. On commence avec le numéro 10, la Virginie occidentale. La West Virginia est un peu le laboratoire silencieux d'un effondrement économique progressif. Autrefois pilier de l'industrie du charbon, l'État a vu ce secteur s'effondrer de plus de 75% depuis 2010. Des dizaines de milliers d'emplois stables, bien rémunérés, ont disparu. Et derrière eux, des villes entières ont perdu leur raison d'exister. Le problème, c'est que rien de solide n'a vraiment remplacé le charbon. Aujourd'hui, beaucoup dépendent d'emplois de services peu payés ou d'aides fédérales pour survivre. Près de 20% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, bien au-dessus de la moyenne nationale. Le revenu médian des ménages tourne autour de 55 000 dollars, soit environ 15 000 dollars de moins que la moyenne américaine. Mais le signal le plus inquiétant, c'est la participation au marché du travail. À peine 54% des adultes en âge de travailler ont un emploi ou en cherchent un. Autrement dit, presque la moitié a décroché. Ce n'est plus seulement du chômage, c'est une forme de renoncement économique. À cela s'ajoute la crise des opioïdes. La Virginie occidentale affiche l'un des taux de décès par overdose les plus élevés du pays, atteignant dans certains comtés 84 morts pour 100 000 habitants. Un drame humain colossal, qui coûte des milliards et vide encore davantage la force de travail. Et puis, il y a la démographie. Depuis 2010, l'État a perdu plus de 100 000 habitants. Les jeunes diplômés partent vers des États plus dynamiques comme la Caroline du Nord, l'Ohio ou le Texas. Résultat, une population vieillissante, près de 21% ont plus de 65 ans et une pression croissante sur les retraites et le système de santé, avec moins d'actifs pour financer l'ensemble. Les infrastructures suivent la même trajectoire. Routes dégradées, ponts fragilisés dans certains comtés, un pont sur 5 est considéré comme structurellement déficient. Et les finances publiques sont sous tension permanente. Plus de 35% du budget dépend de transferts fédéraux. Si l'aide ralentit ou si les recettes chutent lors d'une crise, il n'y a quasiment aucun filet de sécurité. La Virginie occidentale ne se prépare pas à un effondrement. Elle en vit déjà les prémices. La seule inconnue, c'est l'ampleur du prochain choc. Passons au numéro 9, le Mississippi. Le Mississippi occupe régulièrement la dernière place dans de nombreux classements économiques nationaux. Le revenu médian des ménages y plafonne à environ 48 000 dollars, soit plus de 20 000 dollars en dessous de la moyenne américaine. Pour beaucoup de familles, chaque mois est une équation difficile. Près d'un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Dans certaines zones rurales, ce taux dépasse même 35%. On parle ici de régions entières piégées dans une pauvreté générationnelle. La participation au marché du travail est également la plus faible du pays. Environ 56% des adultes en âge de travailler sont actifs. Ce chiffre ne traduit pas seulement un manque d'emploi, il révèle un découragement profond. Côté éducation, l'État se classe régulièrement en bas des classements nationaux. Les écoles manquent de moyens, les opportunités universitaires sont limitées, et les jeunes talents partent souvent définitivement. Le système de santé est tout aussi préoccupant. Le Mississippi affiche le taux de mortalité infantile le plus élevé des États-Unis et une espérance de vie inférieure d'environ 5 ans à la moyenne nationale. Les fermetures d'hôpitaux ruraux se multiplient, laissant certaines communautés à plus d'une heure des urgences. Et avec environ 14% de la population non assurée, une simple hospitalisation peut conduire à la faillite personnelle. Les infrastructures ne rassurent pas davantage. Près d'un quart des ponts sont jugés défaillants, et les besoins en réparation des routes et réseaux d'eau se chiffrent en milliards. Les crises de l'eau à Jackson ne sont qu'un aperçu d'un problème plus vaste. Et comme la Virginie occidentale, le Mississippi dépend fortement de l'aide fédérale, qui représente plus de 40% de ses dépenses publiques. Pauvreté structurelle, santé fragile, éducation en difficulté, population active réduite. Le Mississippi est exposé sur tous les fronts. Lors de la prochaine récession, le risque ne sera pas seulement économique. Il pourrait devenir systémique. Numéro 8, le Michigan. Le Michigan est souvent présenté comme un symbole de renaissance après la crise de 2008. Détroit a redynamisé certains quartiers, Ann Arbor attire des entreprises technologiques, mais derrière cette vitrine, les fragilités persistent.
L'économie reste fortement dépendante de l'industrie manufacturière, notamment automobile. En 2024, près de 20% du PIB de l'État provenait encore de ce secteur. Une dépendance qui peut devenir dangereuse en cas de choc mondial sur les chaînes d'approvisionnement ou de baisse brutale de la demande. Les ménages, eux, sont sous pression. Plus de 40% des habitants font face à des difficultés financières, factures en retard, dettes médicales, crédits en défaut. Le revenu médian, autour de 63 000 $, reste inférieur à la moyenne nationale. Et dans certaines zones de Détroit, la pauvreté dépasse encore 30%. La population diminue elle aussi. Entre 2020 et 2024, plus de 100 000 résidents ont quitté l'État. Des villes entières se vident progressivement, réduisant les recettes fiscales et laissant derrière elles une population plus âgée et plus vulnérable. À Détroit, près de 21% des logements sont vacants, alimentant la dégradation urbaine. Les infrastructures sont parmi les plus critiquées du pays. 45% des routes sont en mauvais état, avec des besoins annuels de réparation dépassant les 7 milliards de $. Les problèmes d'eau ne se limitent pas à Flint. Dans certains comtés, la contamination au plomb reste une menace quotidienne. La crise des opioïdes frappe également durement. Les décès par overdose ont doublé en une décennie. Les hôpitaux ruraux ferment, isolant des régions entières. Et surtout, le Michigan reste vulnérable au cycle de l'automobile. Si les ventes chutent brutalement, des dizaines de milliers d'emplois pourraient disparaître, ravivant le spectre des saisies immobilières massives comme en 2008. Sans diversification solide, la reprise pourrait s'effriter rapidement. Parce que la rouille, dans les économies fragiles, ne disparaît jamais vraiment. Elle progresse en silence. On poursuit notre descente dans ce classement, et plus on avance, plus le tableau devient inquiétant. Numéro 7, l'Alabama. L'Alabama, c'est l'image du Sud fier de ses traditions, de ses universités mythiques et de ses paysages magnifiques. Mais derrière cette vitrine culturelle, la base économique se fissure sérieusement. Le revenu médian des ménages tourne autour de 59 000 $, ce qui place l'État parmi les 10 plus faibles du pays. Et près de 16% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Ça représente environ 800 000 personnes pour qui chaque fin de mois est une bataille. L'un des problèmes majeurs, c'est l'éducation. Les écoles publiques figurent régulièrement parmi les moins performantes au niveau national. Manque de financement, pénurie d'enseignants, taux de diplomation insuffisant. À peine 27% des adultes possèdent un diplôme universitaire, bien en dessous de la moyenne nationale. Résultat, les jeunes qualifiés partent vers des États plus dynamiques comme la Géorgie ou le Texas, et l'Alabama perd progressivement son capital humain. La santé publique n'arrange rien. L'État a refusé d'élargir Medicaid, laissant près de 300 000 personnes sans couverture abordable. Depuis 2010, plus de 15 hôpitaux ruraux ont fermé. Certaines zones sont devenues de véritables déserts médicaux. Le taux de mortalité infantile reste l'un des plus élevés du pays, et l'espérance de vie accuse un retard d'environ 3 ans par rapport à la moyenne nationale. Les infrastructures sont elles aussi fragiles. Routes et ponts ont reçu une note médiocre des ingénieurs, avec plus de 16% des ponts jugés structurellement déficients. Dans les zones rurales, l'accès à Internet au débit est irrégulier, freinant la création d'emplois et maintenant certaines communautés dans un cercle de sous-développement. Côté finances publiques, le coussin de sécurité est mince. Les réserves budgétaires sont parmi les plus faibles des États-Unis. Et l'économie reste dépendante de secteurs sensibles aux chocs mondiaux, l'aéronautique, l'automobile, l'agriculture. Si une récession mondiale frappe, l'Alabama pourrait voir des services essentiels ralentir, des écoles réduire leurs activités, des hôpitaux refuser des patients. Les fissures sont déjà là. Il ne manque qu'un choc pour qu'elles s'élargissent. Numéro 6, l'Arkansas. L'Arkansas ne fait pas souvent la une des médias. Pourtant, la crise qui s'y installe est silencieuse et redoutable. Le revenu médian des ménages dépasse à peine 53 000 $, parmi les plus bas du pays. Environ 15% des habitants vivent dans la pauvreté. Dans les zones rurales, la situation est encore plus dure. Peu d'emplois, des services médicaux éloignés, des commerces qui ferment les uns après les autres. L'accès aux soins est particulièrement préoccupant. Plus de 200 000 résidents n'ont pas d'assurance santé. Dans certains comtés ruraux, il faut parcourir plus de 80 km pour consulter un médecin. Depuis 2010, 10 hôpitaux ruraux ont fermé. En cas d'urgence, le temps devient un luxe que beaucoup n'ont pas. Et les dettes médicales figurent parmi les principales causes de faillite personnelle dans l'État. L'éducation ne parvient pas à inverser la tendance. Moins d'un quart des adultes possèdent un diplôme universitaire. Les écoles rurales fonctionnent souvent avec des infrastructures vieillissantes et des budgets limités. La pénurie d'enseignants complique encore les choses. Sans main-d'œuvre qualifiée,
Difficile d'attirer des industries innovantes ou technologiques. Sur le plan économique, la dépendance est forte. Le siège de Walmart se trouve à Bentonville, et l'entreprise reste le principal employeur privé de l'État. Mais même ce géant réduit ses coûts et automatise des postes, exposant des milliers de travailleurs. L'agriculture et l'industrie manufacturière complètent le tableau, mais ces secteurs subissent la volatilité des marchés mondiaux et la concurrence internationale. Les infrastructures confirment cette fragilité. Près de 40% des habitants des zones rurales n'ont pas un accès fiable à Internet haut débit. En 2025, c'est presque un handicap économique permanent. Les routes et ponts nécessitent des milliards d'investissements, alors que près de 45% des recettes générales proviennent de transferts fédéraux. Une dépendance qui rend l'État vulnérable aux décisions prises à Washington. Ici, la crise n'explose pas. Elle s'installe lentement. Des familles partent, des hôpitaux ferment, des emplois disparaissent. Tout semble calme, jusqu'au jour où la prochaine récession révélera à quel point l'équilibre était précaire. Numéro 5. Le Kentucky. Le Kentucky incarne parfaitement ce qui se produit lorsqu'une industrie dominante s'effondre sans alternative solide pour la remplacer. Autrefois porté par le charbon, l'État a vu ce pilier s'écrouler. Les emplois dans ce secteur ont chuté de plus de 60% depuis 2010. Dans certaines régions de l'Est du Kentucky, le chômage dépasse nettement la moyenne nationale. Et avec lui, une pauvreté persistante s'est installée. Le revenu médian tourne autour de 57 000 $, ce qui place l'État parmi les derniers du classement national. Environ 17% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Dans certains comtés des Appalaches, ce chiffre dépasse 25%. Beaucoup de familles dépendent d'aides alimentaires ou de prestations d'invalidité. La participation au marché du travail reste faible. Seulement 58% des adultes en âge de travailler sont actifs. Cela limite les recettes fiscales et fragilise davantage les finances locales. La santé publique est également sous pression. Depuis 2010, 12 hôpitaux ruraux ont fermé. Dans certaines zones montagneuses, il faut plus d'1 heure pour atteindre les urgences. L'espérance de vie est inférieure de 4 ans à la moyenne nationale. Et la crise des opioïdes frappe durement. Plus de 2100 décès par overdose chaque année, l'un des taux les plus élevés du pays. Une tragédie humaine qui épuise les familles et les ressources publiques. L'éducation peine à offrir une porte de sortie. Seuls 27% des adultes détiennent un diplôme universitaire. Les écoles rurales manquent de moyens, les taux de diplomation restent faibles, et les jeunes les plus ambitieux quittent l'État. Le cercle vicieux s'installe. Moins de talent, moins d'investissement, plus de stagnation. L'économie reste trop liée à des secteurs en déclin comme le charbon ou le tabac, tandis que les besoins en infrastructures s'accumulent. Près d'un pont sur 10 est jugé structurellement déficient, et l'accès au haut débit reste inégal dans les zones rurales. Si une nouvelle récession frappe, le Kentucky ne risque pas seulement une hausse du chômage. Certaines régions pourraient être totalement abandonnées sur le plan économique. Dans les montagnes, l'équilibre est déjà fragile. Et la frontière entre survie et effondrement devient de plus en plus mince. On entre maintenant dans le top 4, et là, on ne parle plus simplement de fragilité. On parle de systèmes entiers construits sur des bases instables. Numéro 4, le Nevada. Le Nevada brille de mille feux grâce au néon de Las Vegas. Casino, hôtel de luxe, spectacle grandiose, vue de l'extérieur, tout semble prospère. Mais en réalité, son économie ressemble à un pari permanent. Près de 30% de la population active dépend directement du tourisme, de l'hôtellerie et des jeux d'argent. Or, ces secteurs sont parmi les plus sensibles aux crises. Quand les visiteurs affluent, tout va bien. Mais dès qu'ils se raréfient, la machine se grippe brutalement. Le marché de l'emploi en est la preuve. Le taux de chômage y est l'un des plus instables du pays. Il peut grimper rapidement d'une année à l'autre. Pendant la crise de 2008, il avait dépassé les 13%, un record national. Et beaucoup de travailleurs ne s'en sont jamais vraiment remis. Le secteur immobilier reflète cette volatilité. Le Nevada a été l'un des épicentres de la crise des subprimes. Aujourd'hui, les prix ont explosé, plus de 40% d'augmentation depuis 2020. À Las Vegas, le prix médian d'une maison dépasse 450 000 $, alors que le revenu médian des ménages tourne autour de 72 000 $. L'équation devient intenable pour de nombreuses familles. Un nouveau ralentissement pourrait relancer une vague de saisies immobilières. Et hors des grandes villes comme Las Vegas ou Reno, la situation est encore plus fragile. Population en baisse, accès limité aux soins, économie locale dépendante de services précaires. Les infrastructures sont sous pression. Environ 20% des ponts sont considérés comme structurellement déficients. Et la question de l'eau est devenue critique. Le système de réservoir du fleuve Colorado atteint des niveaux historiquement bas.
Ajoutons à cela un détail crucial. Le Nevada ne prélève pas d'impôt sur le revenu. Le budget repose principalement sur les taxes à la consommation, le tourisme et les revenus des casinos. Des recettes cycliques, imprévisibles. On l'a vu pendant la pandémie, la fréquentation touristique a chuté de 30%, vidant les caisses publiques et forçant des coupes budgétaires. En résumé, l'économie du Nevada fonctionne comme une table de blackjack. Tant que les cartes sont favorables, tout semble solide. Mais si la prochaine tempête économique frappe, la chute pourrait être brutale. Numéro 3, la Louisiane. La Louisiana affronte plusieurs crises en même temps. Et les chiffres sont alarmants. Près de 19% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, soit près de 900 000 personnes. Le revenu médian plafonne autour de 56 000 $, l'un des plus faibles du pays. L'économie dépend fortement du pétrole et du gaz. Un modèle basé sur des cycles de boom et de chute. Quand les prix de l'énergie baissent, l'État entier en subit les conséquences. Et avec la transition vers les énergies renouvelables, cette dépendance devient encore plus risquée. La diversification avance lentement, et on le voit, usines fermées, petites villes en déclin, zones industrielles désertées. Mais la Louisiane a un autre adversaire, la nature. L'ouragan Ida, en 2021, a causé plus de 75 milliards de dollars de dégâts. Chaque saison cyclonique représente une menace directe pour les infrastructures, les logements et l'économie locale. Or, l'État n'a pas les réserves financières suffisantes pour absorber ces chocs répétés. Les infrastructures sont déjà fragiles. Plus de 1500 ponts sont jugés structurellement déficients. Routes, digues, réseaux d'eau nécessitent des milliards d'investissements. Pendant ce temps, l'érosion côtière grignote l'équivalent d'un terrain de football toutes les 100 minutes. À cela s'ajoute une fuite massive des talents. Plus de 70% des diplômés de LSU quittent l'État dans les 5 ans. La population stagne, voire recule dans certaines paroisses rurales. Entre pauvreté persistante, dépendance énergétique et catastrophes naturelles répétées, la Louisiane ne se contente pas d'être fragile financièrement. Elle s'enfonce, au sens propre comme au figuré. Numéro 2, Hawaï. Le Hawaï évoque le paradis, plage turquoise, coucher de soleil spectaculaire, hôtel luxueux. Mais pour les habitants, la réalité est bien différente. Le prix médian d'une maison dépasse désormais 850 000 $, alors que le revenu médian des ménages tourne autour de 88 000 $. Pour une famille moyenne, devenir propriétaire relève presque de l'utopie. Le coût de la vie est le plus élevé des États-Unis. Le lait peut dépasser 6 $ le gallon, l'essence franchit régulièrement les 5 $. Pourquoi ? Parce que presque tout est importé. Nourriture, biens de consommation, matériaux. Cette dépendance rend l'État extrêmement vulnérable. L'économie repose à près de 30% sur le tourisme. La pandémie a été un choc brutal. Les arrivées de visiteurs ont chuté de plus de 70% en 2020. Même en 2024, elles restent en dessous des niveaux d'avant-crise. Des dizaines de milliers d'emplois ont disparu et les recettes publiques ont plongé. Pendant ce temps, de nombreux Hawaïens quittent l'archipel, poussés par les prix de l'immobilier et la transformation des logements en location touristique. L'État perd des résidents permanents et voit arriver des investisseurs et des retraités capables d'absorber ces coûts élevés. Le système de santé souffre aussi de pénurie de médecins, surtout dans les zones rurales. L'État importe près de 80% de sa nourriture. En cas de crise mondiale ou de rupture d'approvisionnement, les conséquences seraient immédiates. Pour les plus fortunés, Hawaï reste un rêve. Pour beaucoup d'habitants, c'est devenu un défi économique permanent. Et enfin, numéro 1, l'Illinois. L'Illinois affiche les gratte-ciel étincelants de Chicago et des universités prestigieuses. Mais derrière cette façade se cache l'une des situations financières les plus explosives du pays, la crise des retraites publiques. Les systèmes de pension de l'État accusent un déficit colossal d'environ 139 milliards de dollars. Cela représente près de 11 000 $ par habitant, y compris les enfants. C'est le trou le plus profond du pays, et il continue de se creuser. Les agences de notation ont réagi. L'Illinois possède l'une des notes de crédit les plus faibles des États américains, juste au-dessus du statut spéculatif. Cela signifie que l'État emprunte à des taux plus élevés. À chaque ralentissement économique, il doit s'endetter davantage pour honorer ses engagements, tandis que les écoles et les services de santé manquent de financement. Les impôts racontent l'autre partie de l'histoire. Les taxes foncières figurent parmi les plus élevées du pays. Certains propriétaires paient plus de 2% de la valeur de leur maison chaque année. Sur un bien de 300 000 $, cela représente plus de 6 600 $ annuels. Résultat, les habitants partent. En 2024, plus de 83 000 résidents ont quitté l'État. Et souvent, ce sont les ménages à revenus élevés qui s'en vont, réduisant encore la base fiscale.
L'économie reste puissante, mais déséquilibrée. Chicago prospère dans la finance et la tech. Le reste de l'État, lui, lutte avec le déclin industriel et des petites villes en perte de vitesse. Près de 2400 ponts sont structurellement déficients. Les besoins en infrastructures se chiffrent en milliards. Mais les fonds sont absorbés par le service de la dette et les retraites. L'Illinois ne traverse pas une simple phase de ralentissement. Il fait face à un risque d'implosion budgétaire. Lors de la prochaine récession, les recettes fiscales pourraient chuter alors que les obligations de retraite, elles, resteront fixes. Et là, les coupes budgétaires, les hausses d'impôts et l'exode pourraient s'accélérer. La bombe des retraites n'est plus un simple avertissement. Elle commence déjà à produire des étincelles.